Bonjour, merci Dan pour l'organisation et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc on va vous présenter en 45 minutes 12 conseils sur Google Ads pour le e-commerce. Donc on va commencer tout de suite, je crois que c'est toi qui as la petite présentation. La partie importante du titre, c'est que les conseils sont actionnables. Donc, on a essayé de faire quelque chose de pratico-pratique pour que vous puissiez éventuellement mettre en place des choses dans vos campagnes pour booster vos ventes. Alors, on va commencer par se présenter quand même rapidement. Donc Eric, je te donne. Eric Colmarschlag, j'ai fait beaucoup d'SEO sur la place de Strasbourg, mais j'ai vu de la lumière et je fais du Google Ads maintenant. Donc, je ne fais plus que du Google Ads et depuis maintenant plusieurs années, on a pour objectif avec Vincent d'accompagner nos clients sur le long terme pour leur faire générer du business en ligne à partir des moteurs de recherche via Google Ads et Vincent aussi via Facebook Ads. On a chacun notre société, mais on est regroupé sous l'étendard ICO qui est là-bas en haut, qui est notre marque commune dans laquelle on a décidé de s'associer pour apporter encore plus de valeur à nos clients. Voilà, donc en complément, on propose évidemment l'accompagnement sur Google Ads, mais aussi sur les autres régies publicitaires, donc notamment Facebook et LinkedIn Ads. Et on va accompagner nos clients sur la stratégie, c'est-à-dire comment aborder en fait la publicité sur ces plateformes, la gestion technique et aussi le tracking, puisque évidemment le tracking est très important, notamment aussi en e-commerce, pour mesurer les résultats. On ne va pas trop parler de tracking aujourd'hui, parce que c'est un sujet assez touffu et assez peu actionnable rapidement. Donc voilà, mais ça fait partie effectivement des choses importantes aussi dans la gestion de campagne. Alors, juste un mot effectivement sur le tracking. Pourquoi c'est important? Parce que si on ne peut pas mesurer les résultats, eh ben, on ne peut pas progresser. Et les algos, on va le voir plus tard, utilisent justement ces marqueurs de conversion pour s'améliorer, s'auto-améliorer et toujours apporter plus de performance. Donc le tracking est très important, mais effectivement, ce n'est pas l'objet du tout de la conférence d'aujourd'hui. Alors voilà le sommaire. On va le passer Donc, rapidement. on va pas les lire puisque sinon on va faire la réunion avant l'heure. Mais effectivement, 12 conseils qu'on a essayé de synthétiser au mieux et surtout, si possible, facilement actionnables de façon pratique. Pour les e-commerce. Voilà. Bon, il y a des choses qui s'appliquent aussi sur les non-e-commerçants, mais voilà. Donc petit disclaimer ou petite introduction. Donc comme toujours, en fait, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment le test sur les plateformes publicitaires qui permet de définir si quelque chose va marcher ou non pour vous. Quand on est e-commerçant, il y a plein de typologies de marché, de e-commerce différents. La fidélisation client, la valeur du panier moyen. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que une typologie de campagne ou un paramétrage va fonctionner ou pas. Donc évidemment, notre conseil macro, on va dire, c'est évidemment de tester les choses et de trouver ce qui marche pour vous. Et c'est aussi le boulot des gens qui font ce métier, c'est d'essayer de trouver tout simplement ce qui va permettre de développer les ventes parmi tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a évidemment beaucoup de campagnes, d'options possibles. C'est un peu quand même la jungle sur la régie Google notamment. Donc voilà. Et pour finir, juste évidemment les bons fondamentaux. On ne fait pas de magie. Pour que ça marche en e-commerce, il faut une offre qui trouve son marché, il faut un marketing qui soit adapté à la cible, il faut des prix compétitifs. Enfin, voilà, il y a un ensemble de choses importantes en e-commerce qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sujet, mais qui sont très importants pour réussir sur Google Ads. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir sur Google Ads si en prérequis, on n'a pas quelque chose qui peut être comparé aux concurrents et achetable, quoi, entre guillemets. Exactement, la stratégie, le marketing stratégique a son importance. Nous, on s'inscrit plus dans la partie opérationnelle avec la façon de mettre en œuvre ce marketing stratégique sur les différents réseaux. Mais voilà, effectivement, les quelques campagnes où on était en échec, où on a essuyé des demi-échecs, on va dire, c'est que le marketing de la marque était un peu bancal. Et finalement, on n'a pas réussi à trouver le bon marché parce que le client ne connaissait pas bien son marché non plus. Donc c'est ça qui est compliqué. On n'est pas magicien, on est juste des techniciens de la plateforme qui apportons une pierre dans cet édifice d'e-commerce pour générer du business, quoi. Mais on ne peut pas non plus faire de la magie.
Donc en introduction, alors vous êtes peut-être avancé déjà sur Google Ads ou pas du tout, donc on va juste faire une petite introduction sur Google Ads. Eric, je te passe la main sur ce slide, donc quelques chiffres rapidement. Exactement. Alors pourquoi on parle de Google Ads puisqu'en fait, aujourd'hui, Google a une position hégémonique en termes de recherche. On voit ici, donc c'est des données datant de 2022, donc qui sont assez fraîches. Google, c'est 92 quasiment % de part de marché des moteurs de recherche. Ça signifie que quand quelqu'un fait une recherche, il y a 9 chances sur 10 qu'il aille sur Google. Et donc, forcément, étant donné qu'il y a le marché le plus important, on va utiliser la plateforme publicitaire de cet outil pour drainer le maximum de trafic et faire des ventes derrière. On voit, hein, Bing, 4%. Alors, Dan a dit qu'ils ont un peu augmenté à cause de ChatGPT qu'ils ont mis dans l'outil. On est peut-être vers 6 maintenant, mais ça ne change pas grand-chose. 6, alors ok, on a peut-être perdu un point ici, on a 90. Ça ne change pas vraiment la donne dans les parts de moteurs de recherche. Voilà, après, il y a aussi une stat intéressante sur les clics sur les annonces sponsorisées. Il y a presque la moitié des gens qui cliquent en fait sur les premiers résultats. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne font pas la différence, environ 60% des personnes qui ne font pas la différence entre les résultats naturels et les résultats sponsorisés. C'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Et évidemment, c'est complémentaire sur la partie SEO. Petit clin d'œil. Et voilà. Mais en tout cas, effectivement, ça marche. Alors souvent, j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais moi, je clique jamais sur les annonces. » Voilà. Mais ce n'est pas représentatif de la majeure partie des gens. Et on se rend compte qu'en fait, ils cliquent quand même dessus. Voilà. Donc, pour aller rapidement, parce qu'on ne va pas faire un lexique complet, mais pour que vous compreniez bien, quand on parle de search, c'est les annonces donc, qui apparaissent sur le résultat de recherche quand on a tapé un mot-clé, par exemple, voyage cet été. Une annonce en search, elle est divisée en pas mal de parties. Tout ça, c'est entièrement paramétrable en fait sur Google Ads, à la différence effectivement des résultats SEO qui sont un résultat de l'optimisation du site. Là, on va pouvoir vraiment modifier les titres, donc c'est les parties en bleu, les descriptions, les phrases en grise. Et ensuite, en dessous, donc les extensions qui sont des liens aussi qu'on peut paramétrer. Donc c'est un ensemble d'éléments, l'annonce search, qu'on va pouvoir optimiser. Okay. Le shopping, je continue. Donc le shopping, c'est l'emplacement phare pour les e-commerçants. En moyenne, les e-commerçants dépensent 70% de leur budget ads sur les emplacements shopping. On comprend pourquoi. Il y a cette partie visuelle en fait qui apparaît. Alors, déjà, on est tout en haut de la première page et aussi en bas, puisque si on est en scroll infini, ça se répète. Mais bref. Donc voilà, c'est un emplacement vraiment phare et qui permet directement de faire des comparaisons. Ça marche de la même façon que le search, puisqu'on va payer évidemment au clic sur la vignette Google Shopping. La grosse différence en shopping, c'est que l'indexation des fiches, votre visibilité va dépendre de votre site internet et du contenu que vous avez sur la fiche et dans le Google Merchant Center. Comme Mais tu ne spoileras pas la prochaine slide. Alors qu'effectivement, les annonces search sont le résultat d'une stratégie de mots-clés que vous avez plus ou moins définie en amont. Ensuite, pour être complet, je te laisse la main. Ça ne te dérange pas? Oui, vas-y. On a différents supports. C'est vrai que quand on parle de Google Ads, on a toujours tendance à penser immédiatement aux pages de résultats de Google quand on fait une requête. Mais Google Ads permet d'être affiché sur d'autres plateformes, notamment YouTube, puisque toutes les pubs que vous voyez sur YouTube qui deviennent incessantes, maintenant on en a le droit à 2 ou 3 par vidéo, on n'en peut plus. C'est aussi Google Ads. Le display, donc le display, qu'est-ce que c'est? C'est des bannières sur des sites éditeurs. Là aussi, vous nous voyez partout. Bon, le search, on en a parlé. Discover. Qui connaît Discover dans la salle? 1, 2, 3, 4. Ouais, ceux qui font du SEO, mais sinon les autres. Mais en fait, non. Donc le Discover, qu'est-ce que c'est? Ce sont les actualités qui sont poussées sur votre téléphone. Pour tous ceux qui ont Chrome, quand vous ouvrez un onglet Chrome, vous avez des actualités en rapport avec votre cohorte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que Discover, mais vous avez des actualités qui vous sont poussées et c'est spécifique à votre, on va dire, historique de navigation et à la façon dont Google vous a classé, dans quelle catégorie vous êtes. Et donc ça, c'est Discover. Donc les SEO, ils sont comme des fous avec ça. J'en fais partie de cette partie des SEO qui sont comme des fous. Mais on le fait en ads, et là, par contre, c'est plus facile. On paye, on est là. Pour toi, Dan, dédicace. Moi, je ne fais pas de Discover. Oui, je sais, mais c'est pour les vendus. C'est pour ça que je te le...
dédicace. On peut aussi être dans Gmail. Vous avez tous Gmail, je pense, ou une grande partie en tout cas. On a une partie promotion, et dans la partie haute des promotions, on a des annonces Google, donc encore du Google. Et aussi sur Google Maps, et on verra même dans un des derniers conseils, comment faire pour y être. Ça ne coûte pas trop cher, c'est facile à faire. Et pour tout ce qui est local, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, Google Ads, c'est une plateforme qui est multiplateforme et qui nous permet d'être affiché partout où se trouvent potentiellement vos clients. Voilà. Donc on va commencer sur le conseil numéro 1, donc structurer son compte e-commerce ou plutôt son compte Google Ads pour l'e-commerce. C'est souvent une question qu'on nous pose, hein, quel type de campagne faire pour se lancer, comment répartir son budget. Alors c'est vrai que par expérience, on conseille cette structure qui va diviser le budget en 3 parties. Alors une plus grosse partie sur Google Shopping qui est normalement un peu le vaisseau amiral au niveau de la rentabilité. Donc il y a plusieurs types de campagnes shopping, mais disons que pour commencer une campagne shopping standard, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire historiquement les campagnes shopping comparées aux campagnes performance max qu'on verra plus tard dans la conférence. C'est bien pour commencer puisqu'on a accès aux termes de recherche. Donc on peut vraiment voir spécifiquement quels sont les termes qui ont été tapés par l'internaute pour l'affichage des fiches et les optimiser. Ensuite, dédier une partie aux campagnes search, comme on a vu avant avec l'exemple des annonces search. Généralement à peu près 20% du budget. Soit en ayant fait une étude de mots-clés en amont et en ciblant vraiment des mots-clés qui nous semblent être les plus importants. Si on vend des chaussures, ça va être achat chaussures rouges, si on vend des chaussures rouges. Enfin, essayer de cibler au maximum des gens qui sont intentionnistes sur la recherche du produit. Également en ce qu'on appelle en DSA, c'est-à-dire en annonce dynamique, qui vous permettent en fait de donner à Google les URL que vous voulez utiliser en search, et c'est lui qui va choisir les mots-clés en fonction du contenu de votre page. C'est 2 typologies de campagne search. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus sur l'explication. Et ensuite, évidemment, aussi un budget en display, notamment en remarketing. On le voit assez peu quand on reprend des comptes. Le remarketing, voilà, je ne vous explique pas le fonctionnement, mais globalement, en e-commerce, on peut avoir des gens qui ont besoin de plusieurs visites sur le site, qui ont un cycle de décision plus ou moins long. Et donc, on va pouvoir aller rechercher du trafic très qualifié pour pas trop cher, avec notamment le display et des audiences à 7 jours, à 30 jours, par exemple. Avec des messages spécifiques qui permettent d'avoir... Pardon, j'ai pas vu, je finis juste. Avec des messages spécifiques qui permettent vraiment d'attirer ces internautes-là, avec peut-être un code promo ou ce genre de choses. Oui. Alors attends. DSA, on a un conseil activable spécifiquement sur ça, donc on ne voulait pas forcément aller trop loin dessus. DSA, c'est juste pour le nom, ça s'appelle Dynamic Search Ads, c'est une campagne dynamique, mais il y a un slide dessus, donc on garde la question pour après. RM, c'est remarketing, donc c'est ce que disait justement Vincent, de faire du remarketing pour recibler les gens qui sont déjà venus sur notre site à 7 jours, à 30 jours, ou les gens qui ont mis des ajouts au panier. Enfin, on peut créer différentes audiences en fonction de ce qui s'est passé sur le site. Je voulais faire juste une petite parenthèse, on l'a dit au début, on a cette répartition 70-20-10 parce qu'effectivement, de manière générale, Google Shopping est le meilleur vecteur pour les e-commerçants. Je dis bien de manière générale parce qu'on a déjà vu tous les deux des clients sur lesquels Shopping fonctionne peu ou voire très très mal. Donc forcément, si ça fonctionne mal, il ne faut pas mettre 70% de son budget là où ça ne fonctionne pas. Hein. Il faut être un peu pragmatique. Il faut mettre du budget dans le search. Mais voilà, donc cette stratégie-là nous permet vraiment de faire de la découverte. Là aussi, souvent en SEO, on dit ah oui, mais en SEO, on a les mots-clés, on a les volumes de recherche et tout ça. OK. Nous, on a des données de marché qui nous permettent de dire OK, ce mot-clé-là, il fonctionne, ce mot-clé-là, il ne fonctionne pas. Ce mot-clé-là, on n'y avait pas pensé parce que les internautes ils cherchent de manière différente nos produits. Donc voilà, ça nous ouvre des portes sur ce qui fonctionne. Et surtout, on a les données, on le disait avant, on a les données qui remontent au niveau du tracking. Donc on sait quels sont les mots-clés qui convertissent et quels sont ceux qui ne convertissent pas. Et ça vaut beaucoup plus de points que le SEO qui dit ouais, on a fait 10 visiteurs sur cette page. Ouais, bon, c'est bien, mais tu as vendu combien? On ne sait pas trop en fait. Voilà. Donc nous, on a l'info et ça permet vraiment de piloter par la suite et d'améliorer. Et donc cette stratégie, c'est l'étape 0. Ensuite, on va la faire évoluer. Là aussi, en fonction des résultats, est-ce que
dans la partie shopping, on a une partie qui fonctionne bien, une partie qui ne fonctionne pas. Est-ce que dans le search, la campagne DSA elle ne marche pas ou elle marche? Est-ce qu'il y a une partie seulement qui fonctionne? On va la faire évoluer, on va attribuer des budgets différents et piloter au fur et à mesure pour toujours aller chercher plus de croissance et plus de performance. Et ça ne veut pas forcément dire mettre plus de budget, hein. Ça veut juste dire déplacer les budgets, piloter les budgets pour améliorer les résultats. On va passer au conseil numéro 3. Hein? Bien joué, tu as mis les numéros, bien joué. Donc, optimiser son flux shopping. On l'a vu avant, la campagne shopping est souvent une partie très importante d'une campagne pour les e-commerçants. On a mis un petit slide de rappel du fonctionnement de Google Shopping. Donc, on a au départ son site web, tout là-bas. Ensuite, à partir de son site web, on a un flux XML. Donc, un flux XML, hein, c'est un fichier qui va permettre de lister l'ensemble des produits avec ses caractéristiques, sa photo, son prix, etc., etc. Ce flux, on va le mettre dans le Google Merchant Center, qui lui va traiter le flux. Il va le comprendre et faire en sorte de pouvoir dire, OK, ce produit-là, c'est, je ne sais pas moi, une bombe de peinture, une chaussure rouge, n'importe quoi. Et ensuite, on va synchroniser notre flux Google Merchant Center avec Google Ads. Je vous ai fait cadeau d'un petit carré parce qu'il y a différents CSS, donc on n'est pas obligé de forcément utiliser Merchant Center, on peut utiliser d'autres outils entre, mais je vous en fais cadeau. Si vous retenez juste ça, c'est déjà pas mal. Vas-y. Et donc, comment on optimise son flux? En fait, c'est là où on fait un peu d'SEO. C'est le titre du produit qui est réellement le champ, l'élément le plus important à optimiser. Donc là, on a pris j'ai pris bien entendu un produit qui n'est pas optimisé. Donc la chaussure, elle s'appelle Jody. Et Google, si on lui donne Jody dans le Google Merchant Center, sur quoi voulez-vous que Google positionne votre produit? Sur rien, puisqu'en fait, personne n'a tapé Jody. Donc, l'idée est d'ajouter des mots-clés pertinents dans ce titre. On a mis ici un exemple. Un titre pertinent, ça serait bottine cuir beige, Jody, fabriqué main, et éventuellement bottine italienne femme. On pourrait mettre d'autres choses, hein, cuir, nubuck, ce qu'on veut. Enfin, voilà, la taille, éventuellement, si on n'a qu'une seule taille. On vous a mis un petit exemple générique qu'on peut utiliser assez facilement sur l'ensemble de vos sites e-commerce. Mais la problématique de ça, c'est quoi? C'est que si vous avez mis juste Jody comme titre de votre produit, c'est que ça fait quand même joli sur votre site. On parle un peu d'expérience utilisateur. Si vous avez dans votre listing produit des titres à rallonge, bottine, cuir beige, Jody, ensuite on a bottine, cuir rouge, aussi Jody, fabriqué main, etc. Vous retrouvez avec des vignettes produits à rallonge, des titres à rallonge. Ce n'est pas forcément très beau pour l'utilisateur. Donc, quelle solution? Dans Google Merchant Center, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des règles de flux. Alors, comme vous voyez ici, il y a les anciens comptes et les nouveaux comptes. Si vous êtes un e-commerçant qui ne s'est pas encore lancé, vous aurez le droit au nouveau compte. Le nouveau compte, c'est assez simple. Pour chaque fiche produit, dans le Merchant Center, vous avez la possibilité de modifier, comme on le voit ici, le titre, la marque, la description. Donc là, vous écrivez ce que vous voulez. Je l'ai mis ici, un bottine cuir beige, Jody, fabriqué main, etc. Ce qui fait qu'on optimise le titre de son produit uniquement dans Merchant Center et pas sur son site internet. Ce qui fait qu'on va être plus efficace sur Google Shopping. Si vous avez un ancien compte, un compte qui a été ouvert précédemment, on a les règles de flux. Je me décale un petit peu. Les règles de flux, qu'est-ce que c'est? En fait, on a notre fichier XML et dessus, on va pouvoir appliquer une règle en disant les produits qui ont un identifiant entre 1 et 50, je veux rajouter cuir dans le titre, à la fin du titre, par exemple. Les produits dans lesquels il y a écrit rouge, je veux rajouter, je ne sais pas, fabriqué à la main. Je dis n'importe quoi, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'il y a réellement les règles de flux, c'est assez complexe à mettre en œuvre, et ça, même pour nous, on passe toujours. Enfin, la première fois on s'est mis dedans, je pense qu'on a passé une bonne demi-journée à s'arracher les cheveux. Après, une fois qu'on a compris le principe, ça va, mais ça reste assez compliqué. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut le faire de manière automatisée, enfin en bulk, sur un grand nombre de produits immédiatement, puisqu'on a des critères, on dit voilà, à partir de ce critère-là, fais-nous, optimise-nous les produits comme ça. Donc voilà, donc c'est bien pour les gros catalogues. Malheureusement, si vous avez un gros catalogue et que vous ouvrez votre Merchant Center aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous ayez un nouveau compte et que vous ne puissiez plus faire des modifications aussi rapidement que dans l'ancien compte. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez qu'une seule chose à faire sur vos produits pour améliorer la visibilité, et on le voit, hein,
On a vraiment, quand on fait cette optimisation, on a vraiment une augmentation des impressions, une augmentation des clics, parce qu'on va être affiché sur beaucoup plus de produits, beaucoup plus de mots-clés, parce qu'on améliore la pertinence de nos produits, en fait, tout simplement. Alors, conseil numéro 4, excluez les mauvais termes de recherche. Donc, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais. Quand on optimise la fiche produit, on va après pouvoir consulter les termes de recherche qui ont permis l'affichage des produits. Donc, si on a bien optimisé nos titres, on va retrouver dans ces termes de recherche les mots-clés qu'on souhaite. Par exemple, bottine, beige, italienne, fait main. Donc le conseil, vraiment, c'est de s'astreindre à un suivi régulier de ces termes de recherche. Parce qu'en fait, c'est vraiment un élément qui est quand même assez central et où on a encore la main, malgré toutes les évolutions de Google vers l'IA. C'est vrai que Google essaie de nous enlever un petit peu ce type d'optimisation, mais pour l'instant, c'est tout à fait encore possible dans presque toutes les campagnes. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de termes de recherche sur un client qu'on accompagne sur le vin. Donc, il y a des noms de domaines qui vendent du vin. Donc là, on peut voir le coût, les impressions, les clics par termes de recherche. Donc, c'est vraiment ce que les gens ont tapé sur Google. Donc, si on voit, par exemple, Château Clinet 2019 et qu'on ne vend que du 2020 ou du 2022, on va pouvoir exclure les termes qu'on ne souhaite pas pour concentrer le budget sur des termes de produits qu'on vend. Voilà, c'est assez fastidieux, il faut le faire souvent, donc c'est pour ça que c'est souvent pas fait et qu'on doit reprendre ça quand on reprend des comptes. Oui. C'est souvent pas fait aussi parce que j'ai remarqué une petite évolution de Google. Alors, pour ceux qui ont des comptes Google Ads, les nouveaux aussi, vous avez maintenant une interface en blanc. Nous, on a encore une interface en gris, avec des différents tons de teinte de gris. Et depuis le compte Merchant Center, en fait, nous, en tant que consultant, on a pas Merchant Center, qu'est-ce que je raconte, un centre multi-compte. Vous avez votre compte Google Ads, et nous, on a un compte qui est au-dessus, qui est un centre multi-compte, qui nous permet d'accéder à l'ensemble de nos comptes clients. Et quand on a un compte client, on ne peut plus accéder aux termes de recherche. J'ai vu ça, ça fait pas très longtemps, ça va faire peut-être un mois. Donc forcément, les clients ne peuvent plus le faire, puisqu'ils n'ont plus accès. Mais nous, par contre, on peut encore le faire. Et ça, c'est réellement game changer dans les performances de votre campagne. On prenait l'exemple, je t'en parlais tout à l'heure, l'exemple du... J'ai un client qui travaille sur la requête logiciel ERP. Tout le monde se dit que le logiciel ERP, c'est un logiciel de gestion, ERP classique. Et bien en fait, on est apparu sur des requêtes en rapport avec des formations ERP, vous savez, pour la sécurité incendie. Qu'est-ce que vous pensez que les gens qui tapent ERP pour une sécurité incendie, ils en ont quelque chose à faire du logiciel ERP? On est sur deux choses complètement différentes. Donc si on ne va pas faire ce travail d'exclusion, potentiellement, on a 10, 15, 30, 50% du budget qui est cramé sur autre chose. Donc voilà, petit élément qui fait vraiment la différence et qui a vraiment son importance. Et donc conseil actionnable, alors oui, malheureusement, demi-actionnable puisque vous n'avez plus accès au terme, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, mais sinon il faut faire un Merchant Center, un centre multi-compte ou passer par des consultants. Malheureusement, il n'y a pas d'autre chose. Alors, ne pas activer d'emblée les requêtes larges. Donc, Google, c'est vrai, depuis 2-3 ans maintenant, pousse des recommandations de façon incessante. Enfin, il y a des messages partout dans l'interface. Quand on crée des nouvelles campagnes, il nous demande si on est sûr de vouloir utiliser les correspondances de mots-clés et qu'on ne veut pas tout mettre en large tout simplement et puis se poser la question. Alors ça a du bon puisque effectivement ça s'accompagne avec un algorithme qui est censé afficher, enfin on laisse plus de place à Google pour nous afficher sur des requêtes connexes et c'est l'algorithme qui va auto-apprendre en fonction des conversions, etc. Donc c'est très puissant dans certains cas, mais c'est vrai que pour un e-commerçant qui se lance, une entreprise qui a peut-être pas un budget énorme ou qui a une catégorie de produits qui est vraiment très spécifique, on va potentiellement, même de façon assez certaine, perdre une certaine partie de notre budget. Donc voilà, soit on est en large et il faut faire un travail de malade sur les exclusions de termes de recherche pour attraper le truc, soit tout simplement on commence avec des mots-clés qui sont plus en expression. Donc si vous ajoutez un mot-clé dans Google Ads avec des guillemets, vous avez quelque chose qui est plus précis et qui va mieux correspondre à votre demande. Après, si vous voyez que vous n'avez pas assez de diffusion ou que vous voulez laisser plus la main à Google, vous pouvez passer en large. Mais disons que d'emblée, un conseil très facilement actionnable qui peut permettre de gagner pas mal de budget, c'est d'éviter ça ou en tout cas de ne pas le faire si vous ne suivez pas très très précisément ce qui se passe derrière.
Je crois que j'ai tout dit sur cette slide. Utilisez la balise keyword, Eric. Exactement. On a un petit conseil actionnable aussi qu'on voit finalement assez peu, qui pourtant est un petit tips qui existe depuis très très longtemps, parce que je crois que depuis que j'ai commencé les ads, on en a, donc ça fait déjà au moins une bonne dizaine d'années, voire 15. On a cette balise keyword là-bas, qu'on peut mettre dans les titres, qui va permettre de reprendre le terme que l'internaute a tapé dans Google. On a ici un petit exemple. La personne a tapé ici « Acheter un vélo d'occasion ». Nous, notre titre, c'est « Keywords VTT, le guide ». Mais Google va afficher exactement ce que l'internaute a tapé. Donc l'internaute, quand il va voir on répond exactement à ce qu'il recherche, potentiellement, on va générer plus de clics, ou on va améliorer notre taux de clic par rapport à une requête du type, enfin un titre du type achat VTT le guide. À quoi ça sert? Donc ça sert à améliorer notre taux de clic, donc on est plus visible, mieux visible. Et quand on améliore notre taux de clic, on va aussi payer nos clics moins cher, parce qu'on améliore notre pertinence. Donc c'est vraiment le double effet qui se coule. Que demande le peuple? Utilisons la balise keyword, c'est notre conseil actionnable sur ce slide, qui va vous permettre d'améliorer la pertinence et donc de payer moins cher vos clics sur cette requête. Alors, conseil numéro 7, segmenter par catégorie de produits pour mieux piloter. Donc ça s'adresse... alors c'est un conseil assez générique, ça s'adresse aussi beaucoup sur la partie shopping ou les campagnes Performance Max. Aujourd'hui, quand on reprend des comptes, c'est vrai qu'on voit souvent des campagnes fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a une campagne shopping avec tout le flux produit, avec un budget journalier. Qui est une recommandation de Google d'ailleurs, hein, de mettre tout dans la même campagne. Hein. Oui. Vas-y, mets tout, on s'occupe. Voilà, bon, ça c'est la tendance générale de toute façon effectivement en ce moment. Mais c'est vrai que en fait chaque e-commerçant a quand même un contexte particulier. On a souvent 20% des produits qui font 80% du chiffre d'affaires. On peut avoir envie de développer un budget sur une catégorie de produits et pas sur l'autre. Enfin, il y a plein de raisons qui poussent à segmenter différemment. Donc les objectifs commerciaux de l'entreprise, donc là c'est un screenshot sur une campagne Performance Max qui a beaucoup évolué d'ailleurs récemment, où on va pouvoir vraiment utiliser une sélection de produits et ensuite trier soit par marque de produit, soit par catégorie. On pourrait même mettre juste quelques produits sélectionnés. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut et aller assez loin dans la personnalisation. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les annonces. Alors, quand je dis personnaliser les annonces, c'est par rapport vraiment aux campagnes Performance Max, qui sont les nouvelles campagnes de Google depuis 1 an ou 2, qui intègrent à la fois du search, du display et du shopping. C'est des campagnes multi-réseaux qui deviennent de plus en plus importantes dans l'écosystème. Le problème avec ça, c'est que comme l'annonce va faire du shopping et du search, on va nous demander de renseigner des titres et des descriptions pour la partie emplacement search. Or, si vous avez mis tout votre catalogue produit, tout votre flux produit indexé dans la campagne, vous allez faire finalement une annonce qui sera tellement générique qu'elle plaira pas à grand monde. Donc en fait, l'idée de segmenter ce flux produit dans la campagne, enfin dans les campagnes, c'est d'après personnaliser vos annonces, donc les titres, les descriptions, les images, enfin la totale en fait, pour que la personne voie une annonce qui soit vraiment précise par rapport à sa requête. Et comme potentiellement vous avez éventuellement plusieurs cibles en fonction des produits que vous vendez, eh ben, vous allez aider Google à mieux cibler et mieux segmenter la campagne par rapport à la cible qui contient les produits que vous vendez. Voilà, tout à fait. Alors pour les e-commerçants qui se lancent, généralement on conseille de commencer par les produits qui fonctionnent déjà le mieux sur la plateforme pour réussir à lancer effectivement des conversions et une performance et ensuite décliner sur les autres catégories. Pour les e-commerçants qui se lancent, on déconseille Performance Max. On a beaucoup parlé de Performance Max, mais non, mais je préfère juste le rappeler. On le déconseille parce qu'il faut que Google apprenne de vos audiences pour pouvoir cibler votre audience. Sauf que quand on démarre un compte, Google il n'a rien appris puisqu'il ne sait encore rien sur votre audience. Donc, ce conseil fonctionne pour l'ensemble des campagnes, notamment les campagnes shopping aussi. Et si vous démarrez, je vous en supplie, faites pas de Performance Max parce que vous donnez juste de l'argent à Google pour, a priori, pas de résultats. Ou du moins, des résultats qui risquent d'être assez compliqués. Dans un premier temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire après, mais une fois que vous avez commencé à générer des conversions, vous pouvez faire une Performance Max, mais attendez quand même un peu. Alors,
exclusion des applications mobiles. On a dit avant qu'on faisait du display. Vous vous souvenez, hein, on vous l'avait vu au tout début, 10% de budget pour le display. Ça, c'est un conseil actionnable qui est partagé entre les consultants Google Ads depuis aussi assez longtemps, qui est assez simple. Finalement, vous avez tous aussi un téléphone, vous avez tous des applications installées sur votre téléphone, et bien en fait, très souvent, vous allez cliquer sur des pubs, mais vous n'en avez rien à secouer, parce qu'en fait, la pub, elle est un peu mal placée, et du coup, vous cliquez n'importe comment, ou même l'application vous oblige de cliquer ou de voir une pub pour débloquer quelque chose. Donc, la bonne pratique, elle est d'exclure les applications mobiles. Pour ceux qui étaient déjà dans un compte Google Ads, exclure les applications mobiles à la main, c'est assez long et assez embêtant. Parce qu'il faut sélectionner toutes les catégories d'applications. Je ne sais pas, il y en a une soixantaine, un truc comme ça. Plus. Plus bon, disons que ça, voilà, disons que c'est un gros boulot manuel qui est chiant. Et là, effectivement, en une seconde, ça vous permet d'exclure tout d'un coup. Alors, c'est écrit là en bas. Vous le voyez là. Vous écrivez ça, mobile app catégorie, 69 500. Alors, on ne sait pas trop pourquoi et d'où ça vient, mais en tout cas, ça fonctionne. Et vous allez exclure en une fois, en une ligne, toute cette catégorie d'applications où il fallait passer 5 minutes à cliquer bêtement sur l'ensemble des trucs, attendre que ça charge. Enfin bref, c'était assez casse-pied. Donc voilà, vous pouvez faire ça en 10 secondes, c'est fait, et vous excluez du coup tout le trafic mobile. Et on exclut ce trafic parce que justement, comme c'est un trafic de mauvaise qualité, ça coûte peut-être pas forcément très cher, mais ça génère des clics qui derrière ne vous généreront aucun business. Donc l'idée est vraiment d'améliorer vos performances avec ça. Alors avant d'exclure, vous pouvez aussi, le conseil serait aussi quand même de regarder tout simplement aujourd'hui sur le display quels sont les emplacements sur lesquels vous êtes affiché. Donc dans votre campagne display, vous pouvez aller sur la partie emplacement et il y a un petit onglet qui s'appelle où sont diffusées les annonces, je crois qu'il est assez parlant. Et là, vous verrez vraiment toutes les apps, les chaînes, les sites, etc. Donc ça peut être intéressant pour vous de regarder. Et dans la 95% des cas, effectivement, on se rend compte que les applis mobiles dépensent pas mal de budget, mais sont du trafic vraiment pas qualifié. Mais effectivement, si vous voyez une application qui convertit, gardez-la, hein. L'excluez pas, sinon c'est dommage, quoi. Ok. Alors, cibler les personnes qui recherchent vos concurrents en display. Donc ça, pareil, c'est un petit hack. Enfin, un petit hack. Oui, on peut dire ça. En tout cas, c'est une technique, puisqu'on entend beaucoup parler du ciblage de concurrents en search. Donc, est-ce qu'on a le droit d'acheter les mots-clés des concurrents pour afficher en search? Alors, on a le droit, même si éthiquement, on peut ne pas être d'accord. Alors, il y a un autre système qui est intéressant, notamment si vous avez des gros concurrents qui font beaucoup de trafic et qui ont une grosse notoriété. Donc, on a beaucoup de gens qui tapent leur nom en branding. On va pouvoir dans Google Ads aller, donc c'est dans la partie gestion d'audience, créer une audience sur la base de mots-clés, donc utilisateurs ayant recherché l'un des termes sur Google. On va renseigner le nom de vos concurrents. Ça va créer une audience, donc Google va en fait regrouper tous ces gens récemment qui ont tapé ces termes. Et quand vous créez votre annonce display, vous allez pouvoir dire je veux que ces annonces display soient vues par ces gens-là, donc qui ont tapé les mots-clés des concurrents. Donc ça permet de récupérer finalement assez facilement des gens qui sont potentiellement vraiment dans une recherche de vos services. Il faut bien choisir le nom des concurrents, évidemment, pour que ça soit cohérent par rapport à votre produit, tout simplement. Voilà. Conseil numéro 10. C'est pour vous, madame, les annonces dynamiques, DSA, on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on n'avait pas allé plus loin avant. Donc, vas-y, n'hésite pas à cliquer, je te remercie. Les annonces dynamiques, qu'est-ce que c'est? En fait, on va laisser la main à Google, encore de l'IA, pour faire en sorte de lui donner... Alors, comment dire? On va lui donner les URL de notre site, et lui, il va afficher, en fonction de ce qu'il estime être le plus efficace, l'annonce, les titres les plus efficaces. On lui donne uniquement les 2 lignes de description. Donc là, on est de nouveau resté sur notre exemple de VTT. On lui donne les 2 lignes de description, mais les titres, c'est lui qui les gère. Et donc ça, c'est assez pratique quand on a un catalogue e-commerce et qu'on ne sait pas du tout, justement, quels sont les produits qui vont fonctionner. Admettons qu'on ait des VTT. Voilà, on a 30 VTT, on a aussi des vélos électriques. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vendre? Des pneus, peut-être aussi. Je sais pas, des accessoires pour des selles, des choses comme ça. Selles de vélo. Et on va lui donner, on va dire, voilà, écoute, tiens Google, je te donne toutes mes URL de vélo, je te donne toutes mes URL en rapport avec les pneus, avec les selles de vélo.
je te donne des descriptions, et toi, tu affiches ce que tu estimes être le plus efficace. Et donc, il va travailler comme ça et nous afficher. Et on va pouvoir finalement très facilement faire une campagne sur l'ensemble de notre catalogue en quelques clics, parce que plutôt que de le faire de manière manuelle, comme on l'aurait fait en mots-clés. C'est assez puissant, puisque en fait, si vous avez un catalogue de 1000 produits, c'est assez difficile de faire une annonce manuellement qui va rediriger vers chaque fiche produit, puisque vous serez obligé de faire une annonce, mettre l'URL du produit, etc. Alors que là, c'est Google qui va renvoyer directement les gens vers la fiche produit qui est cohérente par rapport à la requête que l'internaute a tapée, sans que vous ayez besoin de dire à Google les mots-clés qui vous intéressent, puisque c'est Google qui va analyser votre site. Donc c'est très puissant, ça permet de découvrir des nouveaux mots-clés aussi, puisque là c'est vraiment Google qui nous affiche. Généralement, on a des résultats qui sont en fait très très bons, puisque ça va être très pertinent en fait. Et c'est encore plus puissant quand un SEO comme date dernier est passé sur les pages, puisqu'en fait, les pages vont être optimisées, elles seront riches sémantiquement, et donc nous, on va pouvoir profiter de ça pour aller faire plus de business. C'est pas merveilleux quand même? Alors, ne pas oublier, non, pas de commentaire, ne pas oublier d'exclure le blog, notamment parce que souvent le blog n'a pas de requête intentionniste. On ne cherche pas à faire de la vente avec le blog, on cherche plutôt à éduquer. Donc si vous avez une description sur les meilleurs vélos les meilleurs VTT et qu'on arrive sur le blog et en fait on ne parle pas du tout des meilleurs VTT, ben, là aussi on a un petit décalage. Donc les internautes, vous allez les perdre. Donc pensez à exclure ce qui n'est pas intéressant de vos annonces. Je sais pas, on est en retard ou on est en avance? D'accord. Alors, encore deux conseils. Activer les campagnes search en remarketing. Effectivement, alors, on a parlé tout à l'heure de faire du display en remarketing. Donc le display en remarketing, c'est des choses que vous seriez censé faire. J'ai mis un petit exemple ici, d'une pub pour le thé. Donc je suis associé, voilà, j'ai fait ma pub. C'est donc une campagne de rattrapage. Donc une campagne de rattrapage, on va recibler des gens qui sont déjà venus sur le site. Normalement, on fait des audiences 7 jours, 30 jours, éventuellement 90 jours, en fonction du cycle d'achat. Je travaille par exemple pour des matelas. Le cycle de vente d'un matelas, il est super long en fait. C'est 60-90 jours avant que les gens ils se décident. Ils commencent sur une première recherche, ils vont sur d'autres sites, ils comparent, ils se posent la question, ils parlent avec madame ou avec monsieur, comme on veut. Et puis seulement plus tard, bien plus tard, ils achètent. Et en plus, dans Google Ads, on a une data sur la fenêtre de conversion. Donc nous, on le voit, on sait combien de temps il faut en moyenne pour qu'on ait 100% des achats qui soient passés. Donc on a ces audiences, ok, jusque-là tout va bien. On a des messages et des offres promotionnelles, puisque là aussi, comme les gens, on doit les rattraper, on ne va pas leur redire on est les meilleurs. Non, on est peut-être les plus qualitatifs, on vous offre un code promo, vous avez les frais de port offerts, enfin bref, on essaie de les rattraper avec une offre promotionnelle. Donc ça, normalement, on l'a dit, vous êtes censé déjà le faire. Ce qu'on peut faire en plus, c'est de créer, de dupliquer nos campagnes search, donc nos campagnes en mots-clés ou nos campagnes dynamiques, et cibler uniquement nos audiences de remarketing. Alors bien sûr, il faudra aussi revoir les messages. Si on propose un code promo à toutes les personnes qu'on recible en remarketing, on va le proposer aussi en search. Mais on peut aller cibler uniquement ces audiences de remarketing en search et donc aller taper peut-être même plus large. Je reprends mon exemple de matelas. Admettons qu'on vende des matelas uniquement en mémoire de forme. Donc ça, c'est nos mots-clés d'acquisition sur nos segments d'audience qui ne nous connaissent pas. Donc on a matelas mémoire de forme. Quand on les cible en remarketing, on va pouvoir racheter juste le terme matelas. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme la personne a déjà tapé matelas mémoire de forme, en fait, on sait qu'elle cherche un matelas mémoire de forme. Donc même si elle tape que matelas ou un mot très large en rapport avec le matelas, potentiellement, elle cherche un matelas mémoire de forme. Et potentiellement, on est capable de répondre correctement à ce qu'elle recherche. Donc on va pouvoir élargir le spectre des mots-clés sur lesquels on est positionné pour générer des ventes en rattrapant ces internautes qu'on n'a pas encore réussi à convertir en tant que client. Et la même chose pour les campagnes DSA. Donc il y a un petit nom spécifique pour ces campagnes-là, mais je vous l'offre. On peut faire justement sur les campagnes dynamiques, là aussi, recibler les gens qui ont déjà acheté. Je reprends mon exemple de vélo tout à l'heure. Admettons qu'il y ait quelqu'un qui a acheté un vélo, un VTT, n'importe lequel, peu importe. On peut le recibler sur tous les accessoires. Parce qu'il n'a peut-être pas fait attention qu'on vendait aussi des pneus, des selles, je sais pas, des petits bacs pour mettre devant, enfin, des trucs pour attacher le vélo du gamin derrière, je sais pas, peu importe. Donc on peut le recibler. Et comme il a déjà acheté une première fois, potentiellement, on a plus de chances de le convertir une deuxième fois.
Et donc, l'idée, ce n'est pas de mettre un gros budget sur ces campagnes, mais avec un petit budget et des requêtes larges, on a vraiment des conversions additionnelles qui ne sont pas chères. Ça nous permet vraiment d'améliorer les performances, de faire des ventes, plus de ventes, pour pas grand-chose, donc il ne faut pas s'en priver. Et là, je vous ai mis un petit cas client à droite. J'ai regardé, hein, c'est des vraies données que j'ai dans mon compte. On fait 10% de ventes additionnelles avec un retour sur investissement supérieur de 1 point par rapport au reste du compte, à la moyenne du compte. Donc, très bonne rentabilité, 10% de ventes additionnelles. Moi, j'achète. Hein. Enfin, je pense que vous aussi, d'ailleurs. On va finir sur un conseil par rapport à Google Maps, puisque effectivement, on rencontre souvent des gens aussi qui ont des boutiques physiques, qui sont en local, qui nous disent vouloir voilà, être plus visibles sur Google Maps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez obscur sur Google Ads, puisqu'il n'y a pas de campagne spécifique pour être annoncé sur Google Maps. En fait, alors Google Maps, vous connaissez, je pense, tous. On a évidemment ce pack local qui est affiché directement sur le résultat de recherche quand on tape une requête, par exemple magasin, galerie d'art. Et effectivement, une fois qu'on est aussi dans Google Maps, on a aussi ce listing sur la gauche où on peut avoir des annonces sponsorisées qui vont arriver tout en haut. En fait, alors le conseil actionnable, il est assez simple. Il faut synchroniser en fait. Alors déjà, évidemment, il faut avoir une fiche d'établissement Google, ça c'est la base. Ensuite, la synchroniser avec Google Ads au niveau des extensions de lieux. Donc ça se fait vraiment très très facilement. Et une fois que les deux éléments sont synchronisés, automatiquement, en fait, en search, vous allez pouvoir apparaître sur l'emplacement Google Maps si vous avez activé une petite case à cocher qui s'appelle partenaire des réseaux de recherche, puisque Google Maps est considéré comme un partenaire de réseau de recherche. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Je ne sais pas comment on le sait d'ailleurs, mais en tout cas on le sait, mais ce n'est pas clairement explicité dans la plateforme. Voilà, donc c'est vraiment en 2 clics. Il y a aussi des campagnes dites smart notamment, et sur Performance Max aussi, vous avez l'emplacement Google Maps qui est intégré dedans si vous avez connecté le lieu. Je crois que ça s'appelle le talent. Oui, tout à fait. Par rapport à ces campagnes Google Maps, effectivement, ça offre une bonne visibilité locale. Ça fonctionne bien entendu pour les e-commerçants, parce que souvent vous avez une boutique physique. Ça fonctionne aussi pour tous les artisans. Et du moment que vous rayonnez de manière locale, c'est une très bonne chose. Ce que vous avez le droit en complément, alors je me pousse un peu, je pousse aussi le kakémono, désolé Buzz. On a le droit, vous le voyez ici, on a le droit à une petite icône spéciale. Là, c'est un petit, comment ça s'appelle là, les trucs pour la peinture? Mettre pas. Une palette, merci. Palette. On a le droit à une petite palette, merci. Alors que tous les autres autour, ils ont des petits trucs de shopping classiques. Donc on a le droit à une petite icône particulière. Et donc bah, voilà, ça donne la visibilité dans Google Maps. L'idée étant vraiment de faire une petite campagne dédiée, là aussi, pour y dédier un budget, en fonction de vos objectifs. Hein. Si votre objectif il est 100% local, bah, vous pouvez y mettre beaucoup de budget. Si vous avez un objectif national et que vous voulez rayonner un peu en local, bah, mettez un petit budget, à vous de gérer. Hein. On va pas... Alors, le conseil bonus que tu voulais pas mettre, mais que je voulais mettre quand même. On a le temps pour le conseil bonus alors du coup? Ouais, on a le temps, on est bon là. J'ai pas vu le time manager qui nous dit. Vous avez 5 minutes. Ça va. On a 2 conseils bonus, donc c'est bon, on est bon. On a une option qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui était au début uniquement dans les campagnes Performance Max, qui maintenant est disponible partout, qui est l'option nouveau client. Alors, qu'est-ce que c'est l'option nouveau client? En fait, la promesse de l'option nouveau client, c'est de dire on peut cibler uniquement les nouveaux clients. Alors bien sûr, hein, sous réserve de donner à Google une audience suffisamment importante pour qu'il puisse faire une audience similaire de vos clients. Sur le papier, finalement, c'est une bonne idée. On se dit on pourrait faire une campagne 100% acquisition de nouveaux clients. Hein, on ne veut pas faire de remarketing, on veut vraiment que des nouveaux clients. Sur le principe, c'est pas mal. Et en plus, ça prendrait en compte la lifetime value, donc la durée de vie, enfin comment ça s'appelle, la valeur complète du client tout au long de sa vie. Donc sur le principe, c'est intéressant. L'autre prérequis, c'est d'avoir bien entendu
une campagne qui est optimisée pour la valeur de conversion, puisque si on veut prendre en compte la valeur du client global, il nous faut une campagne de valeur de conversion. Je t'invite juste à cliquer sur le slide d'après. Ici, on a un exemple où Google me propose, pour ce client-là, de rajouter 134 € sur la valeur de conversion pour les nouveaux clients. Ça signifie que si Google me trouve un nouveau client, enfin, ça signifie que si je veux un nouveau client, je suis prêt à payer 134 € de plus que les 347 que j'étais déjà prêt à payer pour avoir un nouveau client. Oui, on est sur des paniers assez hauts. C'est pas très grave. Et vous le voyez ici, hein, donc on a ici à droite la petite partie bleue qui montre que ça nous fait un coût total pour le nouveau client qu'on est prêt à payer de 481 €. En soi, donc ça permet de donner une incentive à Google, comme pour un commercial, en disant « Ok Google, vas-y, tu peux dépenser plus pour aller me chercher un nouveau client ». Donc ça, sur le papier, c'est quand même super cool, parce qu'on peut se dire moi, je suis e-commerçant, mais mes clients, je les connais, je fais du remarketing, je fais de l'emailing, je fais tout ce qu'il faut pour les poncer jusqu'à plus en pouvoir. Je veux faire que des nouveaux clients. Effectivement, on peut le faire. Le problème, c'est que ces 134 €, c'est une valeur virtuelle. Donc, quand on va chercher un nouveau client, ces 134 €, ils vont se retrouver dans vos statistiques sur Google Ads. Et quand le client va acheter pour 50 € par exemple sur votre site, parce que c'est un tout petit client, un tout petit nouveau client, la valeur de conversion qui va remonter, c'est plus 54 €, c'est 54 plus 134. Du coup, on s'y perd un peu et on ne sait plus trop, les données ne font plus foi, de ce qu'on voit à l'écran n'est plus réellement le chiffre d'affaires généré dans Google Ads. Alors, Vincent, lui, il n'est pas trop d'accord avec ça, il trouve que ce n'est pas une bonne idée. Moi, je suis plus mitigé. Moi, je pense que si les données sont biaisées et qu'on sait qu'elles sont biaisées, on peut s'en accommoder. Mais voilà, le fait de gonfler cette valeur avec cette valeur pour chercher de nouveaux clients peut être problématique si on lit les statistiques comme ça sans avoir d'informations sur ce qui s'est passé. Donc pour moi, le conseil par rapport à ce nouveau client, c'est vous pouvez le faire, mais attention, vous prenez un risque parce que vous perdez de la lisibilité dans la lecture de vos campagnes et donc dans la rentabilité de vos campagnes, puisque vous aurez l'impression qu'elles sont beaucoup plus rentables, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Sauf que vous avez estimé qu'un nouveau client vaut plus que ce qu'il ne dépense immédiatement, puisque sa lifetime value fait qu'il dépensera peut-être une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Donc c'est juste, pour moi, il faut regarder, il faut prendre du recul par rapport à la stat et puis se dire juste, voilà, on a généré, je sais pas, 150 € de chiffre d'affaires. En fait, on n'en a pas vraiment généré 150. On a peut-être généré que, effectivement, 134 moins 150, ça fait que 20 € en fait. Ça fait quand même une grosse différence par rapport aux 150. Donc attention, cochez cette case avec prudence, si vous le faites. Et vous n'aurez peut-être pas 134 € de plus, par contre, sur votre panier pour votre campagne. Voilà, c'était un peu un conseil un peu compliqué, mais c'est pour nous. C'est vraiment une nouveauté. On en a beaucoup entendu parler. Attention, faites-le avec prudence si vous le faites. C'est tout. Disons que c'est très tentant en fait d'activer ces fonctionnalités. Des fois, souvent les gens ne se rendent pas compte des implications derrière. Donc c'est pour ça qu'on pensait intéressant d'en parler. Et ça va avec les choses qu'on voit parce que j'ai repris des comptes e-commerce où, par exemple, le panier était compté 2 fois. Donc quand il y avait une commande, en fait, il y avait 2 commandes. Donc au lieu de gagner 1 000 € par jour, il gagnait que 500 € par jour. Mais avec 1 000 €, il était content. Quand je lui arrivais, que je lui ai dit, écoute, je crois que c'est en double, on va enlever. Il a dit, t'es sûr? Je lui ai dit, ouais. La courbe, elle a fait. Ah, quand même. Voilà. Bon. Mais c'est pas de ma faute, c'était le gars qui était avant qui a mis en double. Et donc voilà, c'est des choses où il faut vraiment faire attention de le faire correctement parce que sinon, en fait, on a quand même divisé par 2 la rentabilité de sa campagne. Bon, on a réussi à refaire mieux, mais. Attends, pas juste. Le dernier conseil bonus, c'est faites appel à des experts. Voilà, ça vous fait sourire, mais non, chacun son métier. Alors, les experts, oui, ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre. On prêche pour notre paroisse, bien entendu. Mais nous, on n'est pas capable de vendre vos produits. Et vous n'êtes pas capable de faire ce que nous on fait. C'est normal, chacun son métier. Donc, si vous voulez de la performance, faites appel à des experts, c'est important. Investissez dans cette rentabilité. Avec Vincent, on a des clients qui sont là, qui sont contents de nous payer. Ça fait 3, 4, 5 ans avec qui on travaille ensemble. Ils sont contents de nous payer tous les mois parce qu'on leur apporte des conseils, on leur apporte de la valeur et on leur apporte de la performance. Et on essaie d'améliorer les performances tous les mois, un peu plus, pour
pour être de plus en plus rentable et de générer le plus de business On possible. vous a mis d'ailleurs un petit fichier bonus que vous pouvez télécharger, enfin nous demander sur notre site ou via le QR code qu'on a appelé fichier ROAS. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, ROAS. Retour sur investissement publicitaire en tant qu'e-commerçant, c'est important de connaître son ROAS cible, c'est-à-dire l'objectif de ROAS que vous voulez atteindre sur les campagnes. Donc tout simplement le rapport entre la dépense et le chiffre d'affaires généré pour pouvoir piloter ça. Et c'est un petit tableau Excel qui est très pratique, qui vous permet tout simplement de voir le ROAS minimum que vous devez atteindre tout simplement pour conserver de la marge. Puisque souvent, on peut se rendre compte, in fine, que les campagnes finalement bouffent toute la marge et ne sont pas du tout rentables. Mais pour s'en rendre compte, il faut avoir fait ces petits calculs avant. Voilà, donc c'est un petit fichier qu'on met à votre dispo. Et de manière simple, le ROAS, c'est combien vous rapporte 1 euro que vous mettez dans la machine. Si vous mettez 1 euro, combien vous voulez que ça rapporte? 2, 3, 4, 5 euros. C'est ça finalement le ROAS, le retour sur investissement des dépenses publicitaires. Tout à fait. Question, Voilà, on peut passer aux questions. Ouais, tu reviens sur le slide d'avant. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a plein de questions. Question de néophyte. J'ai vu Walter Wayne dans un de vos clients. Il se trouve que je suis client aussi de Je cet pensais pas que e-commerçant. c'était visible dans mes slides. Ah merde. Il avait fait un petit peu le buzz sur le web par rapport au fait que les images de ces bouteilles de vin étaient positionnées à l'horizontale. Elles le sont toujours, ouais. Je ne sais pas qui a eu l'idée de génie, parce que c'était écrit idée de génie quand c'était parti sur le web. Donc si c'était vous, si c'était le client. Mais est-ce que réellement c'est efficace? Est-ce que vous avez mesuré les choses? Une augmentation de trafic, de vente, etc. Et plus globalement, est-ce que les images dans Google Shopping sont importantes pour un e-commerçant? Oui, les images sont très importantes effectivement dans Google Shopping. Alors il se trouve que j'accompagne effectivement Walter Wine depuis plusieurs années, mais c'était déjà comme ça à mon arrivée, donc ça vient pas de moi. Donc je peux pas savoir si ça fonctionne mieux que des bouteilles verticales, mais c'est vrai que voilà, dans le domaine de la vente de vin en ligne, tous les packshots produits sont avec les bouteilles en verticale et qu'effectivement, vu qu'il a les bouteilles horizontales, vous le voyez tout de suite. Donc si vous connaissez déjà le site, vous identifiez tout de suite effectivement que ça vient de son site. Oh. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ça casse un peu la lisibilité au niveau de la bouteille. Mais bon, c'est vrai que comme les vignettes sont assez petites, de toute façon, on n'arrive pas trop à lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc l'un dans l'autre, ouais, c'était peut-être bien vu. Ouais. Mais par rapport aux images, de manière plus générale, oui, clairement, les images peuvent être game changer parce que si on prend, alors là on est dans le vin, c'est un peu, il y a beaucoup de bouteilles, mais si on prend des sneakers par exemple, je parle des baskets, pas les trucs à bouffer, on va avoir 3, 4, 5, 6 fois la même paire. Donc si vous êtes un peu malin et que vous mettez la paire juste dans l'autre sens, par exemple, je pense qu'on a déjà fait une partie du chemin. Attention, il y a quand même des règlements, il y a des règlements sur les images. On ne peut pas mettre de fond de couleur. Enfin, il y a plein de petits détails qui font que vous pouvez vous faire refuser, merci, le produit. Donc là, c'est pas grave, vous faites refuser. OK, vous changez l'image, on reteste jusqu'à trouver une image qui va bien. Et j'ai un de mes clients qui travaille dans les bombes de peinture. Et toutes les bombes de peinture sont de la même couleur. Il n'y a pas de différenciation. Donc lui, il a pris ses produits et au début, il avait juste mis un petit anneau de couleur pour montrer la couleur. Et puis maintenant, il a mis toute la partie haute, le petit capuchon qui va dessus, de couleur, comme ça, on voit la couleur. Voilà, tout simplement. Et donc dans le listing, effectivement, on voit qu'il y a des fois des couleurs du orange, du jaune, du violet. Et ça, effectivement, ça attire le regard par rapport aux autres qui sont effectivement toutes les mêmes, identiques. Surtout quand on a un produit qui est vraiment, comme les sneakers, c'est vraiment toutes les mêmes, quoi. Google essaie de mettre des trucs un peu différents, mais... Ok, merci. Je crois que c'était là. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question concernant les balises keywords. J'avais pas bien compris leur fonctionnement. Comment la partie à droite des doubles points, elle permettait d'afficher, en fait, quelle importance elle avait dans la requête de l'utilisateur? Est-ce que c'était les mots-clés qu'on devait insérer dedans pour ensuite générer le titre ou pas? En fait, ce sont les mots-clés par défaut. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La balise keyword reprend, comme on a dit avant, le terme de recherche. Donc la personne, ici on l'a vu, elle a tapé acheter un vélo d'occasion. Si la requête est trop longue, comme par exemple acheter un vélo d'occasion pas cher, bleu, ça ne rentre pas, puisqu'on est limité à 35 caractères. Donc on va utiliser éventuellement le texte par défaut
de la balise keyword. C'est donc le texte par défaut de la balise keyword qui va s'afficher si ce titre-là est le plus pertinent au moment de la requête. Parce que je rappelle qu'on a le droit à 15 titres et que sur la requête acheter un vélo bleu pas cher, potentiellement, ce n'est pas ce titre-là qui est le plus pertinent. Donc il peut peut-être en afficher un autre aussi. Et donc, du coup, dans l'exemple que vous avez à l'écran, la partie vélo neuf versus occasion, ça, ce serait un truc qui est rajouté après la balise keyword dans le titre. Alors ça, c'est en fait, non, c'est une autre ligne de titre qui est affichée juste par contre à la suite, parce que des fois en affichage mobile, on a des affichages à la suite. Voilà. En fait, sur la partie droite, vous avez 3 champs, mais en fait, il y en a 15 en fait, hein, sur les annonces. Donc c'est un autre titre, quoi. C'est vrai qu'on aurait dû mettre ça ici, par exemple, c'était plus logique, mais bon, là, voilà. T'as fait le slide, hein, désolé. Il y a encore une question par là. Est-ce que l'UX, c'est pas le fort des SEO, justement? Alors, j'avais une question peut-être technique, mais concernant le flux shopping. Est-ce qu'il y a une incidence sur, par exemple, un lien entre les données structurées qu'on peut mettre sur un site, donc en JSON? Je ne sais pas si vous touchez à cette partie-là, ou si c'est dans votre champ de compétences, mais c'est une question qui m'a traversé l'esprit. Donc, est-ce que je peux valider plus facilement mon flux shopping grâce aux données structurées? Ou pas du tout? Alors, a priori, non. Je dis bien a priori. Maintenant, tout dépend de votre site. Normalement, il n'y en a pas besoin, puisqu'en fait, Google va scraper quand même le contenu de vos pages et va vérifier que, notamment le prix, est bien le prix qui est dans votre flux. Donc, si le prix n'est pas le même, il va le remonter, mais normalement, il arrive à le trouver. Enfin, le prix, il arrive à le trouver. Les autres champs, le titre, a priori, il s'en fout un peu, puisque de toute façon, on lui donne ce qu'on veut dans le Merchant Center. Les autres éléments aussi. Il n'y a que le prix, finalement, qui est réellement l'élément qui doit être à jour. Donc, et j'ai déjà vu, moi, des flux shopping qui ne se mettaient pas à jour, sur lesquels Google repasse et dit le flux n'est pas à jour, mais c'est pas grave, moi j'ai trouvé le bon prix, donc je te mets un autre prix. Voilà. Mais donc non, enfin a priori non en tout cas. Autre question? Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas parlé de GA4. Pourtant, on nous a tous dit que GA4, c'était l'outil formidable pour traquer les conversions, notamment avec Google Ads. Alors, quel est le bon conseil incluant GA4 Oui. et Google Ads? Je peux tenter une réponse. Alors effectivement, GA4, c'est un sujet important. Alors depuis juillet, la solution est de nouveau légale, puisque la Commission européenne a validé en fait le transfert des données aux États-Unis. A priori, nos amis américains respectent notre vie privée. Donc, si vous êtes e-commerçant et que vous utilisez GA4, vous avez de nouveau le droit de connecter en fait GA4 avec votre compte Google Ads, ce qui n'était plus possible en fait, en tout cas plus légal. Donc, effectivement, via GA4, on peut importer les conversions. C'était ça ta question, je crois. C'est-à-dire que si vous avez un compte GA4 paramétré avec des conversions d'achat, de panier, vous pouvez les réimporter directement dans Google Ads pour faciliter votre tracking. Le conseil qu'on donne, nous, généralement, et que la plupart des gens font, c'est quand même de créer un tracking spécifique à Google Ads avec des balises spécifiques et de limiter l'utilisation de GA4 à l'importation des audiences pour le remarketing. Donc, tu conseilles quand même de ne pas utiliser GA4 et d'utiliser plutôt le tracking de Google Ads? Alors oui, de manière générale, puisque en fait, il ne fonctionne pas de la même façon. Et un tracking qui est implémenté avec des balises natives Google Ads sera plus précis et fera remonter plus de données, notamment les conversions après les vues sur le display, ce genre de choses qui seront enfin voilà. Du coup, le ROI, en tout cas, que Google Ads s'attribue sera plus important avec des conversions Google Ads. Mais les deux fonctionnent quand même, quoi. Il y a pas de... J'ajouterais effectivement que aujourd'hui, GA4 a rattrapé le retard que Universal Analytics n'avait pas, enfin avait, parce que Universal Analytics était quand même à la ramasse par rapport à l'outil de tracking que fournissait Google Ads directement. Effectivement, on a les conversions indirectes. Alors, qu'est-ce qu'une conversion indirecte? Vous êtes, soit vous surfez, vous voyez une pub pour les VTT, vous ne cliquez pas, vous ne faites rien, puis 1, 2 jours, 3 jours, 10 jours plus tard, vous allez sur le site de VTT et vous achetez. Là, on aura une donnée qui s'appelle la conversion indirecte, qui remontera dans Google Ads, parce que Google Ads se dit que l'affichage de la publicité qui a été faite est intervenu dans le parcours de conversion. Et finalement, c'est peut-être vrai. Ce qui n'est pas possible avec Google Analytics 4. Ça, c'est impossible, on n'a pas la donnée.
Elle remonte pas. Donc voilà. Mais effectivement, oui, on peut maintenant de nouveau utiliser GA4. Si, alors déjà, d'une part, on avait dit que c'était éco-sélectionnable, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Puisque... Bah, c'est pour ça. Et ensuite, effectivement, Vincent l'a dit, Google Analytics est devenu de nouveau légal à cause de l'invalidation de, je ne sais plus trop qui, là, de l'accord. Sauf qu'en fait, potentiellement, dans 1, 2, 3, 6 mois, 12 mois, on peut de nouveau avoir cet accord qui retombe, alors un peu modifié, etc. Et du coup, Google Analytics redeviendrait illégal. Donc on commence à jouer au yo-yo avec les stats. Une fois on a des stats, une fois on n'en a pas. Nous, on préfère en avoir. Donc on sécurise. De préférence, on a des stats Google Analytics, Google Ads, parce que Google Ads fournit le matériel de tracking nécessaire, en fait. Et il fonctionne très bien. Donc on ne va pas non plus s'embêter avec GA4, qui fonctionne aussi très bien, mais qui potentiellement peut être de nouveau invalidé dans 1 mois, 2 mois. Et on fait quoi dans ce cas-là? Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu as assommé tout le monde, je te remercie. Eh bien, parfait. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.